Bonjour et bienvenue dans l'émission de Mediapart Espace de travail. Nous recevons aujourd'hui Michel Auferlet, qui est sociologue, professeur à l'École normale supérieure et qui publie aux éditions de la Découverte Patron en France, un ouvrage collectif qui s'intéresse, une fois n'est pas coutume, aux patrons. On va voir ensemble ce que ce terme recouvre et à quel point il est évidemment très composite. Michel Auferlet, bonjour. Bonjour. Outre Sociologie des organisations patronales en 2009, vous avez publié il y a 4 ans à peu près un livre que nous avons chroniqué ici, qui s'appelait « Les patrons des patrons », une histoire du MEDEF. Ça m'amène à vous poser ma première question, c'est-à-dire vous vous intéressez de manière assez assidue à la question patronale, en tout cas à ce qu'est un patron en France aujourd'hui, et alors que vous dites même qu'il y a une sorte de défiance dans le monde dont vous êtes issu, le monde universitaire, sur cette question et sur ce type de population. Comment vous l'expliquez? Alors effectivement, parmi les catégories sociales qui peuvent exister en France, le monde patronal, paradoxalement, n'a pas tellement attiré l'attention des sociologues. Je pense que ça tient à plusieurs choses. D'une part parce que les patrons n'étaient pas tellement désireux de recevoir des sociologues, et parce que les sociologues n'avaient pas tellement envie de parler des patrons. Parce que je pense qu'il y a un certain risque à aller voir justement ce qui est bien souvent l'objet de clichés, c'est-à-dire que nous avons tous une espèce d'image de ce que c'est qu'un patron, bien souvent plutôt un grand patron qu'un petit patron, ou bien alors le commerçant du coin, le boucher, bon. Mais d'une certaine manière, on ne s'est pas tellement intéressé à ce que ces gens-là étaient, à ce que ces gens-là faisaient, et d'où ils venaient. Bon, et donc, ce que j'ai voulu faire avec des collègues, des docteurs, des doctorants, des étudiants également de master, dans le cadre de mon atelier, l'École normale supérieure, c'était de faire un peu de la sociologie du travail patronal, parce que c'était une espèce d'oxymore. Travail patronal, ça ne voulait rien dire. Le travail, c'est le travailleur, mais le patron ne produit pas de travail. Or, il se trouve que, même s'ils en rajoutent, mais en tous les cas, c'est généralement 50-60 heures par semaine, quelque chose comme ça. C'est quand même beaucoup. C'est quand même effectivement beaucoup, et ils ont parfois effectivement une espèce de fierté par rapport à ça, une espèce de mépris vis-à-vis de ce qui est en quelque sorte la catégorie repoussoir, le fonctionnaire. Bon, qu'est-ce qu'ils font pendant ces 60 heures? Qu'est-ce qu'ils font pendant ces 60 heures? Et qu'est-ce qu'ils font qu'ils ont envie justement de faire 60 heures? De quelle manière s'ils sont devenus justement les patrons qu'ils sont? Alors vous utilisez la terminologie dans le titre de l'ouvrage, un patron en France. Or vos collègues et vous-même, vous montrez, sur quasi 600 pages, que... Mais dites d'abord aussi que ce sont des entretiens, oui, pardon. C'est pas un pavé justement. Ce n'est pas du tout imbitable, il y a énormément effectivement d'entretiens, c'est une forme sociologique qui est quand même beaucoup plus agréable à lire. C'est un peu l'idée qu'on a eue un peu, c'était faire référence à la misère du monde de Bourdieu. C'est un peu la même conception, une ouais. conclusion, une introduction, et puis un ensemble de monographies avec un extrait orienté d'entretien avec un patron, et puis un commentaire, une mise en perspective. Ouais, donc il y a effectivement un certain nombre de biographies, un certain nombre d'entretiens, enfin même de très nombreux entretiens. Et vous, du coup, on voit à quel point le terme patron est très insuffisant pour décrire la réalité de ce qu'est un employeur, un entrepreneur aujourd'hui, et puis aussi à quel point le terme est caricaturé, galvaudé. Donc est-ce que vous pouvez tenter de nous dresser quand même une espèce de panel de ce que peut être un patron aujourd'hui? Alors effectivement, les patrons ensemble, entre eux, ne sont même pas d'accord sur la définition du terme de patron, parce qu'ils se disent vrai patron ou faux patron. Alors, pour être patron, est-ce qu'il faut être employeur? Or, il y a effectivement plus d'1 million d'entreprises qui sont sans salariés. Et donc, certains disent « Ah ben non, c'est un travailleur à son compte, il a créé un emploi, mais il n'a pas créé d'emploi pour les autres. » Bon, donc ça c'est la première chose. Puis la deuxième grande différenciation, il y en a d'autres, c'est en quelque sorte celui qui a mis de son temps, de son énergie, de son capital, etc., pour monter ou reprendre une entreprise. Et puis ceux d'en haut, les managers, qui sont dans une sphère complètement différente. Alors, il faudra beaucoup plus de temps, mais je crois que l'ouvrage justement incite à la réflexion pour montrer que c'est une catégorie à la fois méconnue et puis l'une des catégories les plus étirées dans le monde social. C'est-à-dire que vous avez
donc des différences que vous ne retrouvez pas justement dans d'autres catégories sociales. C'est-à-dire que vous avez à la fois donc des gens qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont pas de capital économique, qui n'ont pas de capital culturel ou de capital social. Et puis tout en haut, au contraire, bon, vous avez des gens hyper diplômés avec donc à la fois du capital économique, capital social et capital culturel, si vous voulez. Bon. Et donc c'est de ce point de vue-là, si vous voulez, c'est une des catégories effectivement les plus donc étirées socialement. On retrouve ça au niveau des diplômes, on retrouve ça également au niveau des revenus, puisque les revenus, là aussi, si tant est qu'on puisse les approcher, vous avez une partie des patrons qui sont aux alentours de 1000 ou 1500 euros par mois. Bon, donc on n'est pas du tout dans les montants faramineux. Bon, et donc, vous parliez tout à l'heure d'une moyenne, enfin entre nous, d'une moyenne de 4000 euros. Disons 3 ou 4000 pour ceux qui sont au-dessus de 5 salariés, quelque chose comme ça. On commence véritablement à décoller vers des formes d'aisance puis de richesse, ça dépend des secteurs, aux alentours de 10, 20 salariés, ce qui correspond à une petite minorité, puisque il ne faut pas oublier qu'il y a seulement 120 000 patrons, ou 150 000 si on prend les cadres d'état-major, qui ont plus de 10 salariés, si vous voulez. Bon, et ça se manifeste aussi, cette grande différence, par exemple dans les goûts culturels, il y a des travaux justement sur les goûts des patrons, donc là il y a une illustration avec notamment le goût pour l'opéra, où ce patron justement va 150 fois à l'opéra par an et organise son emploi du temps en France, à l'étranger, en fonction des grands opéras qu'il veut aller voir dans l'année. Mais c'est quasiment anecdotique d'une certaine manière par rapport à oui, c'est anecdotique parce que c'est anecdotique, mais simplement c'est une espèce là aussi donc de marque du grand patron. Le grand patron, c'est quelqu'un qui va à l'opéra, bon alors pour des raisons extrêmement différentes. Là aussi, Anne Monnier a bien montré de quelle manière il y avait des usages de l'opéra extrêmement différents. Et puis à l'autre bout du spectre, vous avez effectivement des gens qui ont des goûts extrêmement populaires, pourrait-on dire, donc avec essentiellement une consommation de télévision, de spectacles sportifs. Et donc vous avez une gamme extraordinaire, si vous voulez, donc une différence extraordinaire. De profil. Ce qui m'amène aussi à vous demander, et ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans l'ouvrage, c'est la force du ressort familial dans ce type de trajectoire. Alors qu'on pourrait imaginer aussi assez classiquement qu'un patron, c'est quelqu'un qui a hérité d'une fortune ou qui a hérité d'une entreprise et qui va donc ne faire que reproduire. Alors que là, il y a des profils, en tout cas dans votre ouvrage, de gens qui sont partis de rien, ou même qui ont des histoires familiales très compliquées avec une grande précarité et qui se retrouvent à la tête soit de petites, soit de très grosses entreprises. Bon, alors effectivement, bon, là, on ouvre par le cas d'un autodidacte qui a réussi, donc et qui est maintenant propriétaire donc d'une des plus grosses chaînes donc de matériel pour le bricolage, etc., etc., et qui est parti de rien, hein, bon, même si, là aussi, il faut bien aller voir dans les détails, c'est-à-dire qu'il est membre du Parti Socialiste à un moment, et donc il est possible également qu'il ait un capital de relations accumulé dans le Parti Socialiste qui lui permette ensuite de rebondir et d'avoir en quelque sorte donc, les moyens de ses ambitions, si vous voulez. Bon. Alors c'est vrai qu'on a généralement l'habitude de considérer que les patrons sont d'abord des détenteurs de capital économique. Bon, on peut monter une entreprise finalement avec relativement peu de capitaux. Bon, ça peut être 2 000, 3 000, 5 000 euros, ça dépend effectivement dans quel secteur on est. Bon, certains demandent, notamment dans l'industrie, au contraire, un gros investissement. Mais je crois que c'est important également de montrer qu'il y a une différenciation entre les patrons et dans leur réussite et dans leurs ambitions, justement, en fonction à la fois du capital culturel, donc de leur niveau de diplôme, mais également du capital social. C'est-à-dire que certains arrivent, pourrait-on dire, dans la vie avec un capital social tout prêt, familial, un capital de relations. D'autres, en quelque sorte, vont se bricoler un capital social. C'est notamment, par exemple, ce garagiste bon élève donc, qui veut monter sa boîte parce qu'il en a marre d'être emmerdé par son patron, qu'il estime incompétent, etc., etc. Et donc, qui va reprendre un garage donc, en Normandie, et qui a d'abord comme point essentiel d'appui, c'est la chambre de commerce. Il apprend effectivement à bien répondre aux banquiers, donc il a tous ses dossiers sont bien placés, il est bien préparé pour les entretiens, et donc il accumule un certain nombre donc, de capitaux sociaux pour pouvoir s'installer. Bon, alors là aussi dans le livre, vous avez donc des exemples particuliers, soit éventuellement d'entreprises qui fonctionnent grâce au métier du mari.
et donc c'est essentiellement donc, une espèce d'occupation, entre guillemets, pour la femme, mais dans l'autre sens aussi, un homme peut très très bien fonder son entreprise et sa femme éventuellement est enseignante ou éventuellement est cadre et assure une espèce de continuité pour le départ de l'entreprise, parce qu'au départ, pour certaines entreprises, on ne gagne pas d'argent pendant 1 an, 2 ans ou 3 ans. Bon. Et donc il y a ces formes d'organisation qui sont particulièrement nettes dans ce qu'on appelle parfois l'entrepreneuriat ethnique. Il y a notamment un restaurateur dans le quartier latin, et puis il y a également donc un patron du bâtiment, où on voit là toute la fratrie donc s'organiser, faire des prêts, etc., éventuellement donc aider à l'installation de la première entreprise, et donc avoir une espèce de réseau social familial extrêmement important pour lancer l'entreprise. Ensuite, j'imagine, de loyauté vis-à-vis de ce réseau-là. Ça montre aussi qu'il y a, souvent on parle de la solitude des entrepreneurs, mais en fait c'est aussi tout un tissu, alors de liens familiaux, de liens avec les chambres de commerce, avec les administrations, avec les organisations patronales aussi dans une certaine mesure. Voilà, est-ce que cette idée de l'entrepreneur seul, fondant son entreprise seul, est un peu également galvaudée? Alors effectivement, c'est un peu la saga, hein. Bon, c'est-à-dire que on est le fils de ses œuvres, on s'est organisé de telle manière qu'on a rompu avec ce qui apparaît comme donc en quelque sorte ce qu'on ne veut pas être, ce qu'on a peut-être été mais ce qu'on ne veut plus être, à savoir le salarié ou pire le fonctionnaire, si vous voulez. On s'est sorti donc des griffes du salariat et on s'est réalisé soi-même. Bon, mais on ne se réalise jamais soi-même, c'est-à-dire que là aussi, il est nécessaire d'avoir donc des points d'appui pour aller vite du capital social. Et je pense qu'effectivement, donc, que ce soit pour les grandes entreprises, ou je pense notamment aux grands managers internationaux, aux grands dirigeants internationaux, dans lesquels la femme donc, occupe une place donc, comme le montraient les Pinson Charlot, donc de reproduction du capital social, bon, dans la petite entreprise, la femme est extrêmement importante, bon, puisque majoritairement ce sont des hommes qui sont les entrepreneurs. Bon, il y a des femmes, mais c'est 25% par rapport à 75% d'hommes. Et ces femmes, bon, ben, elles sont soit point d'appui extérieur en étant salariées, soit, selon la génération, éventuellement femme de ménage, comptable au noir, ou éventuellement directeur du personnel. Donc vous avez l'entreprise familiale, bon, on en a quelques exemples, est aussi une entreprise en famille, si vous voulez. Donc, ce qui veut dire que, comme les hommes politiques, pour comprendre la profession politique, on ne peut pas comprendre justement ce qu'on a appelé la maisonnée politique, à savoir de quelle manière s'organise donc ce qu'il y a à faire dans une maisonnée, à savoir gagner de l'argent, mais s'occuper éventuellement aussi des enfants, s'occuper des loisirs. Qu'est-ce qu'il y a la charge mentale pour cela? Bon, et donc là aussi, derrière le patron, on retrouve la patronne. La femme du patron. La femme d'eux, bon, qui est quelque chose d'extrêmement important, même si, bon, il y a des cas également dans l'ouvrage dans lesquels il y a une séparation nette donc, du travail de la femme et du travail de l'homme, bon, l'homme travaillant donc, dans son entreprise et la femme ayant donc, sa propre vie et donc son propre... Bon. Mais là aussi, de ce point de vue-là, cohabitent des formes de vie et des éthos sociaux relativement différents. Donc vous avez des patrons qui sont assez proches des pratiques, pourrait-on dire, donc d'égalité entre les hommes et les femmes, et d'autres qui sont, au contraire, disons, des formes donc, assez archaïques de répartition du travail, de répartition des tâches, justement, au sein du ménage. Vous disiez tout à l'heure qu'il y avait une forme d'attraction-répulsion vis-à-vis, enfin en tout cas vis-à-vis du salariat, c'est-à-dire un certain nombre d'entrepreneurs ou de patrons sont issus de ce monde-là et ont voulu en sortir, mais en même temps, beaucoup disent « oui, moi je fais énormément d'heures, mes salariés je les traite bien, mes salariés je suis à l'écoute, s'ils ont un problème, je les aide, etc. » Voilà, quel est le rapport, ou est-ce qu'il y a une forme d'ambivalence vis-à-vis du monde salarié et puis vis-à-vis même de leurs salariés? Alors là, c'est un peu les limites de l'enquête, puisqu'on est, même si on a tous les uns et les autres demandé des entretiens longs, c'est-à-dire qu'on a refusé, si vous voulez, d'avoir simplement quelque chose entre deux portes.
Et donc les entretiens qu'on a faits, qui sont bien entendu pas reproduits en entier, on les a focalisés sur un point particulier, sont des entretiens qui ont duré entre minimum 1h15 et parfois certains jusqu'à le plus prolixe, notamment l'entrepreneur mélanchonien, et donc qui tient l'étudiant dans un café pendant 3h30, si vous voulez. Mais c'est sa parole, c'est ça que vous voulez dire? C'est sa parole. Et donc, pour bien faire, bien entendu, il aurait fallu éventuellement interroger les ouvriers, passer du temps dans l'entreprise. Bon, en tous les cas, c'est vrai qu'il y a donc cette volonté là aussi vis-à-vis de l'extérieur, donc de bien paraître. Bon, les agents sociaux, effectivement, généralement, lorsqu'ils donnent des entretiens, cherchent éventuellement plutôt à se valoriser qu'à se dévaloriser. Bon, et donc il y a la mise en avant à la fois donc de cet esprit de sacrifice, de ce travail, et également des formes de responsabilité vis-à-vis des salariés. Bon. Et notamment, il y a cette phrase, je crois, qui est reproduite. Moi, c'est un peu idiot, j'ai une certaine satisfaction, enfin c'est un peu idiot, mais je fais vivre 13 personnes. Bon, il y a cette forme de responsabilité vis-à-vis du travail d'autrui. Bon, alors qui peut vraisemblablement, là aussi, on a eu quelques confidences, c'est plus facile de les faire parler sur les atteintes au droit du travail que sur les atteintes au droit fiscal, où là c'est un peu plus un terrain un peu mouvant, mais certains admettent qu'il n'y a pas de délégué du personnel chez eux, puis que de toute manière... Et qui bricolent, souvent, et qui bricolent. On bricole avec la législation, effectivement, si le type n'est pas content, il peut prendre une rupture conventionnelle, mais que par contre, si ça marche, à ce moment-là, on est prêt à s'engager pour lui, à savoir, tel qui dit, je sais que j'ai un ouvrier qui est alcoolo, j'essaye de l'épargner, je sais également qu'il y en a un qui a eu des problèmes, sa femme a eu un cancer, je lui donne un coup de pouce. Et donc il y a ces espèces de formes de paternalisme moderne, qui sont donc qu'on recueille comme telles, mais qui demanderaient bien entendu à être beaucoup plus documentées du point de vue d'une étude proprement ethnographique des différentes entreprises sur lesquelles on a travaillé. Oui, parce que la question qui est au cœur du monde salarié, la question de la subordination, de la domination, elle est un peu absente de cet ouvrage-là. Alors est-ce que c'est parce que justement ils sont dans une posture où ça n'existe pas, et voilà, ou est-ce qu'ils sont quand même est-ce que le patron se situe dans ce schéma-là? Alors, ces rapports de domination, quand même, on les sent, effectivement. De toute manière, également, on a insisté non seulement sur la domination entre patrons et salariés, mais entre patrons. Donc là aussi, je pense que c'est quelque chose, justement... Il y a des hiérarchies. Il y a des hiérarchies, il y a des formes de mépris, il y a des formes également d'ignorance, il y a des formes de distance. Combien de fois on a entendu, justement, des patrons de province dire, tous ces gens-là, c'est le CAC 40, ça n'a rien à voir avec nous, ne nous confondez pas. Et également des grands patrons disant, non, on fait un métier complètement différent. Alors, là aussi, c'est une introduction, justement, aussi à la domination au sein du monde patronal, puisque ce monde patronal, même s'il a des intérêts communs, a des intérêts extrêmement divergents. Même si, et de ce point de vue-là, c'est quelque chose qui est intéressant à voir, c'est que j'ai dépouillé aussi un peu les sites et les programmes des uns et des autres. Vous avez en quelque sorte, mis à part quelques généreux appels à un front de classe dans lesquels on regrouperait à la fois les salariés et les petits patrons, vous n'avez pas véritablement dans la pensée politique, voire dans la pensée sociologique française, si vous voulez, une élaboration sur ce que c'est qu'une entreprise à l'heure actuelle et ce que peuvent être éventuellement des alliances de classe entre des gens qui sont des deux côtés justement du salariat. Alors pour revenir sur la question de la subordination, effectivement, donc les patrons sont peut-être d'autant moins enclins à y réfléchir qu'eux-mêmes, justement, estiment s'en être sortis par eux-mêmes, puisqu'ils étaient eux-mêmes donc des subordonnés, puisqu'on n'est pas patron toute sa vie, même si certains héritent assez tôt, si certains fondent des start-up. Alors là aussi, on a donné leur place aux start-up. Il y a deux chapitres sur les start-up, sans là aussi faire un challenge, parce qu'effectivement, je pense que les magazines économiques tordent un peu la réalité. Tordent la réalité, et les quelques 10 000 ou 15 000 start-up, si tant est qu'on sache ce que c'est, ne sont pas absolument pas représentatifs du tissu patronal français. Ce sont des gens qui ont été salariés une partie de leur vie et qui ont eu leur claque en disant soit le patron est incompétent, soit c'est une grosse structure, c'est une bureaucratie. Moi j'ai envie éventuellement de faire ce que je veux, de voir les horaires que je veux, ce qui bien entendu passe par une imposition
d'auto-subordination à soi-même et à son temps, puisque donc, les horaires des patrons, et ça je ne pense pas qu'ils exagèrent, hein, ce sont des horaires qui sont donc extrêmement développés, avec certains arrivant progressivement, plus on monte dans la hiérarchie, plus on arrive éventuellement à se débarrasser du sale boulot. C'est-à-dire donc, finalement, c'est BEFA, qui est un espèce de représentant du capitalisme à la française, qui est l'ancien patron de Saint-Gobain, qui dit très bien, ce n'était pas mon plaisir. Et donc, en quelque sorte... Il était un peu missionné, enfin, il apparaît comme missionné pour servir l'intérêt général. C'est ça, il se donne comme représentant, si vous voulez, d'une institution qui est une espèce de fleuron de la France. Ce qui est marrant, parce qu'effectivement, Saint-Gobain, maintenant, c'est plus du tout les verreries royales, c'est surtout les points P, la paire, et ils arrivent en quelque sorte à faire de cette enveloppe donc quelque chose de merveilleux, et en disant, moi je pense à l'histoire, il y a une espèce de statut du commandeur de BEFA qui se donne comme pensant à l'histoire, et qui également explique très bien de quelle manière il se débarrasse de ce qui ne l'intéresse pas. Alors il le dit très bien, très rapidement pour sa femme, je lui donnais de l'argent, il faisait les décorations, et donc ça s'est dit très précisément. Et puis en ce qui concerne donc les autres, c'est, je n'aimais pas écrire, donc il y avait quelqu'un qui m'écrivait mes discours, et moi je pensais stratégie. Je pensais le monde entier, donc j'ai eu la préséance de la Chine, patati patata. Donc la question peut-être patronale, c'est d'arriver à savoir à quel moment on se décharge de ce que l'on ne veut plus faire. Mais certains sont tellement attachés, entre guillemets, à leur bébé qu'ils ne lâchent rien et qu'ils veulent, au contraire, qu'il y a des formes, justement, de légitimité patronale dans lesquelles il faut à la fois être gestionnaire, mais savoir éventuellement aider un compagnon sur un chantier dans le bâtiment. Le bâtiment, c'est tout à fait intéressant de voir de quelle manière vous avez désormais les entrepreneurs du bâtiment qui ne sont plus des anciens, même s'ils ont été anciens ouvriers, mais qui sont devenus des gestionnaires, qui ont soit sont ici d'écoles de commerce, soit éventuellement ont fait des stages de formation à la gestion, et qui s'intéressent essentiellement donc à la recherche du client, et qui ont progressivement délégué. C'est la formule justement d'un de mes derniers interviewés, c'est donc de passer de l'homme orchestre au chef d'orchestre. L'homme orchestre, c'est lui qui fait tout. Il y en a d'ailleurs qui dit « je suis tout le temps en train de bricoler dans un coin de l'entreprise, aller voir ce que fait sa femme, aller voir ce que fait son ouvrier, s'intéresser à ceci ». Et puis celui qui va progressivement, alors par quoi ça commence, quoi on se débarrasse. On peut se débarrasser d'abord de la gestion donc, comptable, bien sûr, de la gestion du personnel, après de la finance, patati patata, et donc les différentes fonctions. Mais là, bien entendu, c'est quelque chose qui nécessite une croissance de l'entreprise. Voilà. Oui, déjà plus important. On va peut-être terminer sur ce qui est, j'ai cru comprendre, un ouvrage prochain, un ouvrage à venir, sur alors on l'a déjà un peu abordé avec BEFA, sur son rapport au monde, et où se situe le patron vis-à-vis du monde, et notamment du monde politique, sur ce rapport, en tout cas qu'a le patronat ou les patrons, et la chose politique, et à l'inverse, comment la chose politique voit le patronat, parce que ce que vous décrivez, c'est qu'on sait assez peu de choses, finalement, sur ce monde-là, donc peut-être qu'on l'analyse mal et peut-être qu'on lui propose des solutions qui ne lui conviennent pas. Donc voilà, comment les deux interagissent? Alors effectivement, c'est le troisième volet donc, de mon enquête. Il y a eu d'abord organisation patronale, ensuite il y a eu métier de patron, et maintenant c'est les patrons pas et la politique, c'est les patrons dans l'espace public, plus largement. Ce qui fait que j'ai moi-même et les étudiants avec lesquels je travaille ont également interviewé, donc à la fois donc, des maires, des conseillers départementaux, des conseillers régionaux, des députés, qui sont en relativement faible nombre. Enfin, ils sont plus représentés que d'autres catégories sociales, mais beaucoup moins que d'autres. Même si justement il y a eu des mobilisations récentes donc, en disant il manque de patrons en politique, que ça irait beaucoup mieux s'il y avait justement des gestionnaires, des pragmatiques. Et la période est particulièrement intéressante puisque lorsqu'on regarde le groupe donc La République En Marche donc, il y a un certain nombre à l'Assemblée nationale, on n'a jamais eu autant justement d'entrepreneurs à l'Assemblée nationale. Et donc je suis en train de me pencher là-dessus justement. Et donc j'étais d'ailleurs tombé sur un profil intéressant, un député du Rhône que j'ai rencontré lorsqu'il était donc il commençait sa progression. Il était donc fondateur de club informatique, ensuite club d'entrepreneurs, ensuite il était maire de son village. Et puis je l'ai rencontré
démarré en janvier. Il se présentait comme candidat indépendant dans une circonscription dans laquelle le député sortant ne pouvait pas se représenter. Il n'avait rien trouvé de mieux que de présenter sa femme, ce qui, dans la conjoncture actuelle, n'était pas terrible. Et je l'ai retrouvé donc 3 mois plus tard comme député En Marche. Bon, et donc voilà, c'était typiquement un petit patron de 40, 50 salariés, bien implanté, ayant lui-même éventuellement donc ces espèces d'attributs de la société civile. Bon. Et donc ça veut dire que ce sur quoi je m'interroge à l'heure actuelle, c'est par rapport donc là aussi à l'image du patron tout puissant qui donne des ordres politiques. C'est de comprendre quelles sont les formes, justement. Quelles sont les formes, à la fois donc les formes électives, mais également les formes donc, de contact entre les hommes politiques et les grands patrons, que ce soit justement ce style visiteur du soir, que ce soit éventuellement copain de promotion ou autre. Bon, il y a toute une espèce donc d'osmose entre une partie du monde politique et du monde patronal. Bon, sans là aussi tomber dans le fantasme justement du bouton sur lequel on appuie. Et donc d'essayer là également de voir que d'une part, la majorité des patrons, d'une certaine manière, haïssent les politiques. C'est-à-dire que vous avez donc des formes en disant ils n'y comprennent rien. Bon, alors je ne sais pas ce que ça va donner avec Macron, mais enfin, il y a eu la grosse déception Sarkozy, dans laquelle beaucoup de chefs d'entreprise en voilà un enfin qui nous comprend et qui parle notre langage. Et puis au bout d'un an, ça a été bon. Hollande, d'une certaine manière, ça a été mieux, puisque d'une certaine manière, au départ, il y a eu les 75%, et puis après, il y a eu toute une série de politiques qui étaient quand même beaucoup plus pro-business qu'on aurait pu le penser y compris la loi travail. Au départ. Voilà, bon. Et donc, il y a cette espèce de méfiance alors, qui peut tourner donc, au frontisme, puisque vous avez, là aussi c'est très difficile de dire, mais une partie du petit patronat, d'une part qui s'abstient, il y a beaucoup de gens qui s'abstiennent, et une partie du patronat qui est effectivement proche du Front National. Bon, et donc, vous avez bien entendu, les patrons sont plutôt de droite que de gauche, même si là vous avez un patron mélenchoniste, et puis également, donc, je crois que vous aviez interviewé récemment également un patron socialiste également qui avait une autre vision donc, de l'entreprise, comme quoi il n'y a pas une seule vision fermée. Bon, et notamment, par exemple aussi, j'ai interviewé des gens de l'économie sociale et solidaire qui réfléchissent sur l'entreprise capitaliste n'est pas la seule forme d'entreprise. Et également, les logiques qui président à l'entrepreneuriat ne sont pas simplement des logiques financières. Ça peut être des logiques, justement, très patrimoniales, d'accumulation d'un bien dans une famille. Bon, et notamment, là, vous avez, par exemple, ce tapissier d'art donc, parisien qui parle de la maison, et donc il a la charge de la pérennité de la maison, comme d'autres, effectivement, ont la pérennité de leur entreprise. Et puis vous avez des logiques tout à fait domestiques qui sont donc simplement de survie, où des gens, finalement, ne veulent pas grossir, et veulent être indépendants, et acceptent de gagner 1500, 2000 euros par mois, mais à condition de préserver leur indépendance. Donc là aussi, c'est à la fois un truisme, mais c'est un acquis de cette recherche, à savoir, c'est un monde beaucoup plus complexe et beaucoup plus différent qu'on aurait pu le croire au départ. Bon, et c'est donc un petit peu peut-être l'enjeu de cet ouvrage de faire connaître et de donner également envie, ce qui maintenant est fait, puisque j'ai quand même un certain nombre de mes doctorants qui travaillent sur ce sujet, de travailler sur une espèce de face cachée du monde social, à la fois très fantasmé et puis finalement très mal connu. Ok, on vous retrouve la prochaine fois du coup. Et puis d'ici là, pour ceux qui s'intéressent, on mettra toutes les références sur l'ouvrage. Merci beaucoup d'être venu chez nous. On se retrouve pour un prochain espace de travail. Et donc d'ici là, je vous dis à bientôt sur Mediapart.